Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 29 août. La mobilisation de tout un village permet à une petite fille de 6 ans de rester à la maternelle avec ses copains. Elle n'ira pas dans un institut pour polyhandicapés. Priorité à l'action gouvernementale, Lionel Jospin n'a pas évoqué sa candidature à l'Élysée, mais a fixé ses orientations de Premier ministre. Pour la Corse, le processus de Matignon va se poursuivre, mais pas d'amnistie, une position que ne partagent pas les nationalistes. Jean-Guy Talamoni, invité de ce journal, nous dira ce qu'il a pensé des déclarations de Lionel Jospin. À la veille de la deuxième audition de Slobodan Milosevic devant le tribunal pénal international de La Haye, portrait d'un homme qui enquête sur place pour rassembler des preuves sur les crimes commis par l'ex-président yougoslave. À quoi ressemblait le visage de Louis XI? Peut-être va-t-on le savoir, c'est le seul roi de France dont le crâne ait été conservé dans la basilique de Cléry. 2 Françaises à la conquête de l'Amérique, les Nubians d'origine bordelaise, font un tabac aux États-Unis. Aurélie, 6 ans, restera dans l'école de son village de Montfavet dans le Vaucluse. Polyhandicapée, l'éducation nationale avait estimé qu'elle devait rejoindre un institut spécialisé à Carpentras. Mais le village, sa famille, ses amis se sont mobilisés pour obtenir son maintien en maternelle. Elle est désormais inscrite et sera assistée par un agent d'intégration. Reportage Caroline Gauthier et Benoît Jourdan. Aurélie devant le portail fermé de son école, c'était il y a 1 mois et demi, le 12 juillet dernier. Aujourd'hui, la cour est ouverte. L'école Saint-Joseph de Montfavet se prépare pour la rentrée. Et Aurélie savoure cet instant. Et tu es contente de savoir que tu vas revenir dans cette école? Oui. Ouais. Eh ben, ma copine et mon copain. Tu vas retrouver toutes tes copines et tous tes copains? Oui. Sur décision d'une commission d'éducation spéciale, la fillette paraplégique a bien failli ne pas retrouver ses camarades. L'éducation nationale souhaitant l'intégrer dans un institut pour polyhandicapés. Des semaines de lutte et le soulagement, il y a quelques jours. On était très contents de savoir qu'elle allait retourner à l'école. Parce que, bon, on a passé un été difficile avec toute cette bataille-là. On était contents. On n'y croyait plus, je vous dirais. Je n'y croyais plus, moi. La pétition qui a circulé a ramassé plus de 1600 signatures. D'accord. Alors, ce soutien donne chaud au cœur. C'est par cette lettre que la bonne nouvelle est arrivée. Aurélie ira en classe de maternelle 4 demi-journées par semaine, encadrée par un agent d'intégration. Sa famille le vit comme un droit. Il faut rappeler la loi. Ce sont les parents qui décident de l'orientation scolaire de leurs enfants. Et dans le cas d'Aurélie, les parents ont toujours été opposés à ce qu'Aurélie aille dans un établissement spécialisé. Une année de gagnée donc pour Aurélie qui, contrairement à beaucoup de ses copains, attend avec impatience sa rentrée lundi après-midi. Les directeurs des écoles maternelles et primaires sont en grève administrative depuis maintenant 1 an, c'est-à-dire qu'ils n'effectuent plus certains travaux statistiques. Ils estiment que les activités de directeur sont incompatibles avec celles d'instituteurs et qu'ils n'ont pas le temps de tout faire. Enquête Nabila Tabouri et Édouard Perrin à Montpellier. 2 mois d'absence et c'est presque la jungle à l'école maternelle Alphonse Daudet. Rentrée 10 jours avant tout le monde, Cécile Ponchon, la directrice, doit tout inspecter. Ça là, c'est sale. La priorité, c'est d'abord la sécurité des élèves. Avant leur arrivée, elle doit vérifier chaque installation. Sa responsabilité pénale est engagée. Oh là là, il y en a 2 à enlever. Celui-là, il est cassé. Celui-là aussi. Cécile est directrice dans cette école depuis 4 ans. En plus de ses fonctions de direction, elle enseigne également à une classe de tout petits, 30 élèves à gérer et une multitude de tâches administratives à accomplir. Difficile de tout assumer sans l'aide d'une secrétaire et sans indemnité suffisante. Je gagne pour la direction à peu près 1100 francs de plus qu'une collègue qui n'a pas la direction pour assurer à peu près par mois, je pense, entre 30 et 35 heures de plus. Avec une école de 5 classes, Cécile devrait être secondée par un autre enseignant. Cela lui permettrait d'assumer sa fonction de directrice. Mais faute de poste, elle devra cette année encore s'en passer. Pour protester contre cette surcharge de travail, Cécile, comme 75% de ses collègues directeurs, est en grève administrative. Depuis 1 an, elle bloque les remontées d'informations
vers le ministère. Oui. On ne peut pas assurer à la fois un plein temps d'enseignant et un plein temps de directeur. Je crois qu'il faut quand même se rendre compte des réalités sur le terrain qui sont, je pense qu'on est un peu pressuré. Inspection de sécurité avec la police municipale, peut-être la dernière, car Cécile compte bientôt mettre un terme à ses fonctions de directrice, et elle n'est pas la seule. Pour cette rentrée, près de 5000 postes de directeurs d'école restent vacants. Hier soir, le Premier ministre s'est délibérément placé sur le terrain de l'action gouvernementale, refusant d'évoquer sa possible candidature à l'Élysée. Il s'est engagé à poursuivre la baisse de la fiscalité. Il a annoncé que le passage aux 35 heures serait assoupli pour les entreprises de moins de 20 salariés et a réaffirmé la priorité donnée aux questions de sécurité. Réaction de la gauche plurielle rassemblée aujourd'hui dans le Jura, aux universités d'été des Verts. Reportage Alban Mikosi et Maxime Soulard. On dit parfois que les sages et beaux paysages rendent les hommes sages aussi. Voilà sans doute pourquoi les Verts ont choisi le Jura pour y apaiser leur passion. Enfin, en théorie, parce qu'en pratique, cette journée de mercredi fut assez agitée. Notamment pour François Hollande, hué dès son arrivée dans l'auditorium par les militants verts. L'intervention télévisée de Lionel Jospin hier n'a pas dissipé toutes les rancœurs. Le système actuel pousse au conflit à gauche. Il sape la confiance, il génère d'insupportables systèmes de dépendance et symétriquement de surenchère. Ce matin, Dominique Voynet a définitivement abandonné le ton retenu de ses années de ministre pour redevenir la chef d'un parti où la polémique est un art. Autre coup dur pour François Hollande, l'allié communiste ne semble plus disposé à l'indulgence. Je crois que de ce point de vue, j'ai l'impression que le gouvernement, son Premier ministre n'a pas entendu les attentes sociales qui sont fortes. Or, ça me paraît absolument nécessaire de les entendre si on veut battre la droite en 2002. Devant tant d'adversité, François Hollande fait le dos rond. Lui, en tout cas, a été convaincu. Le Premier ministre était apparu sérieux, d'abord, dans ses réponses, soucieux des préoccupations des Français, scrupuleux même dans ses choix, et que ça faisait contraste par rapport à ce qui avait été l'emphase, même on peut dire l'excès démagogique du 14 juillet dernier. Comprendre qu'à la différence de Jacques Chirac, Lionel Jospin, lui, n'est pas en campagne, c'est du moins le message des socialistes. Jean-Pierre Chevènement a fait entendre sa différence. L'intervention du Premier ministre n'était pas à la hauteur des problèmes posés, a-t-il déclaré. L'ancien ministre de l'Intérieur estime qu'il faut une politique plus hardie en matière économique et plus ferme dans le domaine de la sécurité. Dans l'opposition, pas de surprise, l'intervention a été jugée plutôt terne et laborieuse. Propos recueillis par Philippe Boissry. Sur la forme, il donnait le sentiment de comprendre qu'il ne pouvait pas convaincre les gens. Et il y était presque résigné, me semble-t-il. Sur le fond ? Sur le fond, aucune mesure nouvelle, aucune annonce et aucun argument nouveau sur l'échec de sa politique. Le candidat Jospin était un peu stressé, un peu tendu, probablement parce qu'il se rend compte qu'il est placé dans une situation compliquée pendant la campagne, et on l'a vu avec tous les thèmes qu'il a égrenés, que ce soit en matière économique, quand il a pris en compte le fait que l'économie française allait être affaiblie dans les mois à venir, mais que d'un autre côté, il doit donner des gages à l'aile gauche de sa majorité plurielle. La croissance diminue à vue d'œil. L'insécurité s'installe en France. L'autorité de l'État est bafouée en Corse. Et moi j'attendais franchement de nouvelles directions gouvernementales, de nouveaux axes forts. Et je n'ai entendu que quelques petites mesures, en effet, un petit peu sur les 35 heures, bon. Mais je n'ai pas trouvé de nouveau souffle. Côté patronat, Ernest-Antoine Sellière déplore l'absence de dialogue social et s'inquiète du ralentissement de l'économie, beaucoup plus préoccupant que l'on ne croit, dit-il. Le patronat souhaite que le gouvernement réduise davantage les dépenses publiques. Reste que l'assouplissement annoncé sur la loi des 35 heures devrait permettre aux PME d'augmenter sensiblement le contingent d'heures supplémentaires auxquelles elles ont droit. Une mesure jugée insuffisante par les syndicats patronaux et injuste par les syndicats de salariés. Reportage dans une brasserie parisienne avec Séverine Lebrun et Jean-Louis Boussert. La bière coule, le temps s'écoule dans l'inquiétude. Ici, on fait 43 heures par semaine. Au 1er janvier prochain, il faudra passer aux 39 heures, selon l'accord spécifique à l'hôtellerie-restauration. Le patron va devoir embaucher une personne de plus. Impossible à rentabiliser selon lui.
Mon affaire ne pourra pas le supporter par rapport aux charges patronales. Le chiffre d'affaires ne sera pas plus conséquent parce qu'on est arrivé à un point de saturation sur la rotation des tables. Donc je ne vois pas comment pouvoir apporter une personne supplémentaire sans diminuer les salaires de mes employés. Ici, les serveurs sont payés au pourcentage. S'il y a un employé de plus, leur part du gâteau diminue. Alors évidemment, la réduction du temps de travail n'est pas vraiment une bonne affaire. C'est très bien comme ça et on n'a pas envie de bouger. Nous, on est une petite brasserie, on est une bonne équipe et on n'a rien demandé. Pour aider les PME, le gouvernement propose d'assouplir la loi Aubry. Les entreprises pourront notamment recourir à davantage d'heures supplémentaires. Une bien maigre consolation aux yeux des petits patrons. Dans les hôpitaux, Elisabeth Guigou annonce la création de plusieurs milliers d'emplois pour permettre justement le passage aux 35 heures. Sans doute 50 000 postes supplémentaires. Elisabeth Guigou devrait le confirmer demain à l'ouverture des négociations avec le personnel hospitalier. Les salariés de Moulinex d'Alençon qui bloquent l'entrée de l'usine pour protester contre le plan social prévoyant 800 suppressions d'emplois ont suivi avec une attention particulière les déclarations de Lionel Jospin hier. Claudine Gilbert et Alain Locachio étaient avec eux. Bientôt, ils seront indésirables à l'intérieur. Alors les salariés en sursis font le siège de leur usine, la maison mère de Moulinex en Normandie. Malgré la lassitude et le désespoir, ils attendent une parole, un geste du Premier ministre. En France, il a été créé pendant ces 4 ans 1 700 000 emplois. Leur attente est déçue. Les Moulinex ne sont pas au programme de la rentrée politique de Lionel Jospin. Il parle des 35 heures, il parle des emplois, mais en fin de compte, il y a des gens qui sont licenciés. Alors, Vous n'avez pas le sentiment qu'on se soucie de votre sort? Non, du tout. Non, pas du tout, non. Comme la direction de Moulinex, c'est pareil. Tout le monde se fout de notre gueule. Je vais être vulgaire, mais c'est vrai. Alors, je n'entends pas Lionel Jospin ce soir assumer par rapport à l'ouverture qu'on peut faire dans les discussions sur les plans sociaux. On vit des plans sociaux sur plans sociaux. Et en même temps, on n'a pas une impression qu'on nous entend aujourd'hui. Faute de réponse à leurs propositions pour éviter les 800 licenciements, les salariés maintiennent le siège 24 heures sur 24. Mais après minuit, surprise, voici le directeur des ressources humaines. Envoyer tout au Japon, envoyer tout au Mexique, récupérer, faire un capital comme ça. Faire du fric, comme ça il y aura une balle. Faire du fric pour les bourses, pour la bourse. Il y aura les nouveaux esprits. Toujours à la recherche d'une oreille attentive, les Moulinex se sont tournés vers la préfecture cet après-midi. Ce soir, ils rencontrent la direction du travail. Une dernière tentative, faute de pouvoir éviter le plan de licenciement. Et nous retrouvons en direct de Corse Jean-Guy Talamoni. Bonsoir. Vous avez vous aussi écouté Lionel Jospin hier. Le processus de Matignon continue, mais pas d'amnistie, ça ne vous convient pas? Non, ça ne nous convient pas, évidemment. Cela dit, je crois que si Lionel Jospin considère avec son gouvernement que l'amnistie n'est pas à l'ordre du jour, vous savez, l'ordre du jour change, comme vous le savez, tous les jours, et il arrivera un moment où il faudra envisager donc de libérer l'ensemble des prisonniers nationalistes corses. Cela dit, nous demandons, nous, dès à présent, des gestes de bonne volonté. Nous ne demandons pas que la loi d'amnistie soit votée demain matin, mais nous pensons qu'après 1 an et demi de cessez-le-feu et 1 an et demi de dialogue institutionnel, eh bien, il est temps de prendre les prisonniers en compte dans la solution politique, comme cela s'est fait partout ailleurs dans le monde où un problème similaire s'est posé. Ce que vous demandez en premier, c'est quoi, par exemple? C'est le rapprochement des prisonniers Nous demandons. Oui, tout à fait. Le rapprochement des prisonniers donc en Corse, à la prison de Borgo, et nous demandons également que les conditionnables soient libérés. Les conditionnables qui seraient du reste déjà libérés s'il s'agissait de droit commun. Alors c'est quand même un comble qu'après 1 an et demi de dialogue, les politiques soient traités de façon plus défavorable que le droit commun. Donc les conditionnables, à notre sens, doivent être libérés dès à présent. Ça nous paraît très important de commencer donc une démarche qui est une démarche d'apaisement. Mais est-ce que vous avez eu le sentiment, en écoutant Lionel Jospin, que le temps se durcissait et que l'évolution du processus de Matignon n'est pas exactement celui que vous pourriez souhaiter? Bien, nous avons dit qu'il fallait engager ce processus dans une nouvelle phase, qu'il fallait le consolider parce qu'il est effectivement affaibli. Et je crois que tout ce à quoi nous assistons ces dernières semaines, y compris des phénomènes de violence extrême, sont dus au fait que certains pensent pouvoir
hypothéquer et même abattre le processus de Matignon par ce genre de moyens. Je crois que la seule façon d'avancer, d'apaiser la situation également, de faire taire les provocateurs, c'est de toute évidence d'avancer politiquement. Ce n'est pas par une voie répressive que les choses seront réglées, c'est en démontrant que le processus de paix est irréversible. Pour notre part, nationalistes corses, nous sommes engagés avec détermination dans la construction de la paix et nous maintenons le cap. Mais nous ne pouvons pas faire tout le chemin tout seul. C'est-à-dire que vous signez, si je puis dire, les propos de Lionel Jospin hier sur l'adieu aux armes. Vous savez, l'adieu aux armes, il n'appartient pas à Corsica-Nation, qui est une organisation publique dont je suis l'un des représentants, de dire s'il va avoir lieu. Je crois que cela appartient aux clandestins. Les clandestins diront, mais vous savez, les clandestins se sont déjà exprimés sur ce sujet et ils ont déjà envisagé donc un désengagement dès l'instant où le peuple corse aurait, je dirais, la maîtrise de son destin et des garanties. Donc ce sera à un moment donné aux clandestins de donner leur point de vue sur cette question. Pour notre part, responsables publics de la Corse, avec les autres élus qui ne sont pas nationalistes, notre travail, c'est de créer les conditions de la paix. La Corse a fait sa part du chemin, et pas seulement les nationalistes. Nous sommes arrivés à une majorité massive à l'Assemblée de Corse en faveur d'une solution politique, et je crois que les élus de la Corse se sont comportés de façon responsable en dialoguant entre eux et en avançant. Mais vous n'avez pas le sentiment sentiment à Paris de démontrer son engagement dans le processus de paix. Mais vous n'avez quand même pas le sentiment que le climat de violence, la mort de François Santoni, tout ça, ça pèse quand même ? Bien entendu, le climat de violence pèse, mais à notre sens, le seul moyen d'y mettre un terme, c'est précisément d'avancer politiquement. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des doutes sur notre capacité collective à conduire ce processus de paix jusqu'à son terme. Et c'est parce qu'il y a ce doute, c'est parce que le processus est affaibli, que l'on assiste à ce genre de dérive. Nous disons pour notre part que le seul moyen de faire en sorte que cela ne se produise plus, c'est de dire clairement à Paris, comme nous l'avons dit en Corse, le processus va continuer, mais pas seulement de le dire, dans la pratique de faire en sorte qu'il soit consolidé. Avec éventuellement un référendum local, c'est ce que vous souhaitez? Tout à fait. Tout à fait. Nous demandons depuis le début du processus de Matignon qu'un référendum soit organisé en Corse parce que, effectivement, les sondages d'opinion montrent qu'une majorité très importante de Corses sont favorables au processus de Matignon, mais cela demande à être vérifié par la voie des urnes qui est certainement plus sûre que des sondages d'opinion. Merci Jean-Guy Talamoni. La Corse encore avec des dissensions au sein du service de lutte antiterroriste. Elles ont pris des proportions inquiétantes. Jusque-là, la crise était feutrée, mais depuis quelques jours, les 4 juges accusent le procureur, tout ça au sein du service antiterroriste, d'avoir commis de graves irrégularités lors de la perquisition au domicile de la compagne de François Santoni. Explication sur cette guerre avec Audrey Goutard. Nous sommes le 17 août. Une perquisition a lieu chez la compagne de François Santoni. Le leader nationaliste a été tué la veille. L'homme qui mène l'opération est Michel Debac. On le voit ici à la sortie de l'immeuble. Il est le nouveau patron de la section antiterroriste du parquet de Paris. Et aujourd'hui, il est mis en cause par ses pairs. Les juges d'instruction antiterroriste en charge du dossier corse l'accusent d'avoir commis une irrégularité lors de la perquisition. Selon eux, à cause d'un procès-verbal mal rédigé, la procédure risque d'être annulée. Ce n'est pas le premier accrochage entre ces juges et le nouveau chef du parquet antiterroriste. Le bras de fer débute en août, lors de la clôture de l'enquête sur le meurtre du préfet Erignac. Les juges accusent le parquet d'avoir bloqué les investigations sur Yvan Colonna. Deuxième point de discorde, l'enquête sur le double meurtre de Moriani-Plage. Pour les juges, c'est un crime politique. Il faut saisir un magistrat antiterroriste. Le parquet, au contraire, décide qu'il s'agit d'une affaire de droit commun. Une série de désaccords qui tournent aujourd'hui à l'affrontement, alors que le dossier corse est l'un des plus sensibles du moment. La France désormais rendra hommage aux harkis le 25 septembre de chaque année. Une journée nationale sera dédiée à ces soldats algériens qui ont combattu dans les rangs de l'armée française pendant la guerre d'indépendance de l'Algérie. Alger, justement, l'explosion d'une bombe dans la vieille ville a blessé 34 personnes, donc 5 grièvement. Certaines personnes ont dû être amputées. La bombe a explosé en fin de matinée dans une rue très commerçante de la basse Casbah. C'est la première fois depuis 2 ans qu'un attentat a lieu à Alger. En Israël, l'armée devrait se retirer de Beit Jala en Cisjordanie cette nuit. C'est ce que vient d'annoncer le ministre des Affaires étrangères, Shimon Peres. Après des échanges de tirs très nourris toute la journée, l'annonce du cessez-le-feu suscite un vif soulagement dans les populations civiles. Après 2 jours d'occupation, Israël a finalement cédé aux pressions internationales, américaines notamment. Sur place, Agnès Varamian et Jean-François Renaud. C'est comme si en quelques minutes, la peur avait disparu.
Ils ont entendu l'annonce d'un cessez-le-feu. Les habitants de Béjala viennent goûter ce moment d'accalmie. Pour la première fois, des soldats israéliens sortent de leur véhicule. Premier contact avec des civils. Même s'il y a un cessez-le-feu, dit le soldat, vous ne pouvez pas passer par là. Relâchement de courte durée. Une demi-heure plus tard, à l'évidence, le cessez-le-feu ne se décrète pas. Je suis contre le cessez-le-feu. On devrait continuer jusqu'à ce que nous mettions dehors tous les ennemis de la Palestine. Toute la journée sur la colline d'en face, à Gilo, d'où l'on voit parfaitement Béjala, des Israéliens ont assisté aux échanges de tirs avec les Palestiniens. Des obus de mortier sont tombés aujourd'hui sur Gilo. Dans la nuit, l'armée israélienne a pénétré dans ces allées étroites d'un quartier proche de Béjala. Nouvelle incursion et nouveaux blessés. Ils ont rasé pas mal de terrain et... Vous craignez qu'ils arrivent jusque-là? Vous témoignez de l'impact des balles et des résistances ici. Et c'est vrai qu'on craint que ça arrive. Il y a encore des tirs ce soir dans Béjala. Pour arriver à l'annonce de ce cessez-le-feu, il aura fallu de fortes pressions internationales. Shimon Peres et Yasser Arafat se sont parlé 2 fois. L'armée israélienne a annoncé qu'elle allait quitter Béjala dans la nuit, mais a-t-elle précisé qu'il faudra quand même une période de calme. À la veille de la deuxième audition de l'ancien président Slobodan Milosevic devant le tribunal pénal international de La Haye, chaque jour apporte son lot de découvertes macabres, de nouveaux charniers. Sur place, le responsable de la police criminelle en Serbie tente de rassembler des éléments de preuve sur les crimes commis en ex-Yougoslavie. Une enquête bien difficile pour ce policier serbe. Portrait et reportage avec Gérard Grisbeck et Jean-François Hoffmann sur des images parfois difficiles. Il s'appelle Dragan Karleuša, mais ici tout le monde l'appelle Carlo. Ce super flic de la police criminelle est devenu une vedette nationale. Tout l'arsenal de l'inspecteur reste à portée de main, y compris le fusil mitrailleur en cas de coup dur. Tout commence avec ces photos en avril 1999, alors que l'OTAN bombarde le pays. Un camion est repêché dans le Danube. À l'intérieur, 86 cadavres d'Albanais. Il faut savoir qui a commis tous ces crimes. Qui en a donné l'ordre? Qui a décidé de transporter les cadavres en Serbie? Il faut trouver les coupables, car je ne peux pas accepter que tout le peuple serbe soit coupable. Les cadavres du camion, les voici, ils ont été exhumés il y a 3 mois près de Belgrade. Ils ont été enterrés ici sur ordre de Slobodan Milosevic. L'ancien président yougoslave avait donné l'ordre de transporter les cadavres du Kosovo en Serbie. Il ne voulait pas laisser trop de preuves des exactions des troupes serbes. Dragan accepte de nous emmener sur les lieux. Il roule dans une voiture blindée accompagné d'un garde du corps. Nourrir l'acte d'accusation contre Slobodan Milosevic ne va pas sans risque. J'ai reçu quelques avertissements du genre « fais attention, ce que tu fais est très grave ». Et puis on n'est jamais à l'abri d'un fou. Nous n'irons pas plus loin. Le centre militaire de Batajnica est interdit aux journalistes. Ici, 230 cadavres supplémentaires ont été exhumés ces derniers jours. On parle cette fois d'un charnier de 7 à 800 Albanais. L'enquête menée ici ne fait que renforcer les charges retenues contre Slobodan Milosevic. La preuve que l'épuration ethnique avait bien été décidée au plus haut niveau, mais la preuve aussi que le gouvernement serbe est décidé à aller jusqu'au bout pour pouvoir tirer un trait sur le passé. Ils sont plus de 400 Afghans demandeurs d'asile à bord d'un cargo norvégien qui s'est échoué sur une petite île au large de l'Indonésie, une île qui dépend juridiquement de l'Australie. Depuis dimanche, ils demandent sans succès à débarquer. Leurs conditions de vie à bord sont absolument dramatiques. Le gouvernement australien vient d'envoyer un commando d'élite pour prendre le contrôle du navire. Richard Binet. 3 Zodiacs puissamment motorisés, à leur bord 34 hommes, des commandos d'élite australiens lourdement armés. En quelques minutes, les 438 réfugiés clandestins qui avaient détourné le Tampa à un porte-conteneurs norvégien sont maîtrisés. Dimanche dernier, le capitaine du navire, croisant dans les eaux indonésiennes, reçoit un appel de détresse. 369 hommes, 26 femmes et 43 enfants, à majorité d'origine afghane, entassés sur une embarcation de fortune. Le capitaine décide de leur porter secours, mais une fois à bord, les réfugiés menacent de se jeter à la mer et contraignent l'équipage de changer de cap, direction les eaux australiennes. Un état de fait intolérable pour les autorités de Canberra, d'autant que l'Indonésie a déclaré ne pas être concernée par le sort des réfugiés.
L'Australie veut repousser le porte-conteneurs vers les eaux internationales, mais la Norvège, pays d'origine du navire, s'y oppose, arguant qu'il s'agirait alors d'un acte de piraterie. Reste un bateau refuge, ballotté dans l'océan Indien, entre droit maritime et tractations diplomatiques. À Malaga, en Espagne, atterrissage forcé d'un avion transportant 44 passagers, 4 personnes ont trouvé la mort, dont un Français. L'avion qui n'a pu rallier l'aéroport s'est posé en catastrophe sur une route nationale pour une raison inconnue. En Grèce, aggravation des peines contre les responsables français du club Méditerranée après la mort d'un garçon de 7 ans dans une piscine. Le chef du village, le responsable de la maintenance et ce soir, le directeur du club Méditerranée pour la Grèce ont été inculpés d'homicide volontaire avec éventuelle préméditation. De violents orages en Gironde ont provoqué des dégâts importants les nuits dernières. À Gujan-Mestras, 25 campeurs ont été évacués. À Mérignac, une vieille église a été entièrement détruite par la foudre. Les pompiers ont dû intervenir près de 170 fois dans la région bordelaise. Alors que démarrent les vendanges un peu partout en France, se pose le problème des travailleurs saisonniers. Comment rendre attractif un travail pénible? Comment attirer une main-d'œuvre de plus en plus rare? Dans le Gard, des producteurs ont obtenu la création d'emplois jeunes, une main-d'œuvre peu coûteuse et qui trouve aussi son compte. Karine Comadi et Denis Pardano. Malgré un soleil radieux, Michel Gallard entame les vendanges plutôt stressé. Faute de main-d'œuvre, il est obligé de commencer à ramasser ses raisins à la machine. L'inquiétude, c'est qu'il nous arrive souvent le matin avant de commencer, mais au rassemblement, comme on peut appeler ça, il manque 2-3 personnes. Ça, c'est assez inquiétant et ça nous arrive pratiquement systématiquement pendant toutes les vendanges. Ce problème, on le retrouve dans toutes les vignes de la région, car les saisonniers ont changé. Depuis les années 40, les Espagnols, puis les Portugais et les Maghrébins constituaient pour les viticulteurs une main-d'œuvre plus que fidèle, travaillant sans relâche pendant 2 mois, avec parfois l'avantage d'être nourris et logés. Aujourd'hui, pour une tâche toujours aussi difficile, à 43 francs de l'heure, les candidats sont moins nombreux. À Beaucaire, dans le Gard, un groupement de vignerons a trouvé comment fidéliser la main-d'œuvre, offrir à de jeunes diplômés motivés un emploi jeune dans la viticulture. Financièrement, c'est correct. À l'école, je pensais pas finir dans la vigne quand même. Mais je regrette pas, je suis passionnée. Si vous donnez du travail à un jeune pendant 2 mois de l'année ou 3 mois de l'année pour tailler les vignes, et puis le reste de l'année, il faut qu'il trouve à droite à gauche, bon, c'est pas l'idéal pour le jeune qui sort de l'école, c'est pas totalement ce qu'il a envie de faire. Là, je crois que cette aide de l'État, pendant les 5 premières années, permet de former d'ailleurs le salarié qui arrive, et de lui assurer du travail tout au long de l'année. En 2 ans, la cave coopérative a créé 8 emplois jeunes. Diplômés en viticulture ou en œnologie, ils sont formés toute l'année aux travaux de la vigne et de la cave. Sandrine est ingénieure œnologue. À sa sortie d'école, elle a préféré l'emploi jeune à des offres pourtant mieux rémunérées. En effet, ici, je fais aussi bien de l'assurance qualité que mon travail d'œnologue dans le chai, que des choses tout à fait nouvelles. Largement subventionnés par l'État, ces emplois jeunes ont surtout apporté un formidable coup de jeune à la cave de Beaucaire. 4 communes du Gers polluées par des résidus d'herbicides à Arblade-le-Haut, Saint-Martin-d'Armagnac, Urgos et Sorbette. Il est fortement déconseillé de boire de l'eau ou d'utiliser. Grève des contrôleurs SNCF dans la région PACA depuis 19 h ce soir, sans doute donc des perturbations sur le trafic de la région. Une grève décidée après l'agression d'une femme contrôleur un peu plus tôt dans la journée. Va-t-on pouvoir reconstituer le visage de Louis XI? C'est ce que tente de faire une équipe de scientifiques ukrainiens. Hier, les restes du roi et de son épouse, Charlotte de Savoie, ont été exhumés de la basilique de Cléry-Saint-André, près d'Orléans. Ce sont les seules dépouilles royales à subsister, le reste des autres souverains français enterrés à la basilique Saint-Denis ayant été dispersés à la Révolution. Laetitia Legendre et Jean-François-Xavier Guiton ont assisté hier à l'exhumation. Fourbe, calculateur, sans scrupules. L'histoire n'a retenu de Louis XI que l'image d'un souverain cruel qui emprisonnait ses ennemis dans des cages suspendues au-dessus du sol. C'est son visage, hanté par la peur de sa propre mort, qu'une équipe de scientifiques ukrainiens cherche à reconstituer. Un souverain dont on ne possède que très peu de gravures fidèles. Ils sont très souvent représentés un peu idéalisés. Et puis si on regarde sur les portraits de Louis XI et de Charlotte, ou bien de Charlotte de Savoie, ils sont assez différents.
Donc le but de notre intervention, de démontrer le visage comme il était en réalité. Louis XI, enterré à la basilique de Cléry, fait partie des rares souverains dont les tombeaux furent épargnés au moment de la Révolution. Voilà pourquoi ces scientifiques cherchent aujourd'hui à reconstituer son visage en moulant son crâne encore intact et celui de sa femme. Il a fallu pour cela les sortir du tombeau et les couler dans de la silicone, même si certains morceaux manquent pour réaliser une reconstitution fidèle. On a découvert la voûte crânienne ainsi que mandibule supérieure et inférieure. Donc, et malheureusement, avec ces deux parties, on ne peut pas reconstituer très exactement tout le visage entièrement. Louis XI, un roi entre deux mondes, la guerre de 100 ans et la naissance de l'imprimerie. Toute sa vie, il unifia le territoire national. Brillant diplomate, il laisse à sa mort en 1483 un royaume prospère aux portes de la Renaissance. Il a voulu rabaisser un peu la grande noblesse, il s'est toujours battu contre les Bourguignons, contre Charles le Téméraire. Il a toujours, petit à petit, il a eu une mainmise sur le clergé. Des études ADN devraient permettre de connaître la couleur des yeux et des cheveux des défunts. Plusieurs mois seront nécessaires à l'équipe d'Ukraine pour habiller de chair le crâne de Louis XI et lui redonner son vrai visage. Le Français Christophe Cheval, dont vous nous révélions hier qu'il a été contrôlé positif lors des derniers championnats du monde d'athlétisme d'Edmonton, s'explique aujourd'hui sur les conditions de ce dopage. Il pensait n'avoir fait que prendre des compléments alimentaires. Julien Beaumont. À Edmonton, Christophe Cheval n'a pas brillé sur la piste, éliminé dès les quarts de finale du 200 mètres. Pas de médaille, mais un contrôle antidopage pour le sprinter ici au couloir 7. Un dérivé de la nandrolone est retrouvé dans ses urines. Selon lui, ce produit interdit viendrait d'un complément alimentaire. Derrière les pots, je regarde la notice et il ne figure pas ce produit à l'intérieur. Ce produit dopant n'est pas sur l'étiquette même du pot et donc je me suis fait avoir certainement comme ça. Christophe Cheval, dopé à l'insu de son plein gré. Difficile à entendre pour la fédération. Une fédération qui se veut à la pointe de la lutte contre le dopage. Elle ne s'attendait pas à voir un de ses athlètes contrôlé positif. Nous avons été extrêmement déçus et extrêmement surpris parce que c'est un athlète que nous connaissons depuis plusieurs années, puisqu'il est plutôt en fin de carrière et qu'il est en équipe de France depuis une dizaine d'années. Athlète plutôt régulier pour lequel j'avais de l'estime et donc la déception est d'autant plus grande. En cause, ces compléments alimentaires vendus en grande surface. En France, leur composition est contrôlée. Rien à voir avec les boîtes dénichées sur Internet. Christophe Cheval a selon lui été victime de ces produits, une explication qui ne surprend pas les spécialistes. C'est un produit alimentaire qui rentre en France par importation, donc qui n'a pas les critères de pureté que l'on peut demander à un médicament. Et on sait, pour que ça ait été dosé, et ça a été dosé par des laboratoires français, que dans un certain nombre de produits vendus comme de la créatine, il y a d'autres choses et des hormones. Christophe Cheval risque 2 ans de suspension. À 30 ans, cette sanction pourrait mettre fin à sa carrière sportive. Fin de la solitaire du Figaro pour les 38 skippers. Les conditions étaient difficiles, de l'aveu même des participants, pour qui cette course constitue un examen de passage dans la catégorie des grands. À l'arrivée, Éric Drouglazé, à l'aube, et sur les pontons, Éric Perrin et Bernard Bonarme. Gros vent, grosse mer, orage. Depuis 9 ans, Éric Drouglazé court après une victoire dans la solitaire du Figaro. Alors il repousse ses limites. En tête depuis le départ samedi dernier de l'ultime étape, il n'a dormi en tout et pour tout que 4 heures. Alors ce matin, en arrivant premier à Hendaye, Éric savoure sa victoire, dividende d'un indicible courage. J'ai appris sur les autres Figaro à me faire mal. Toutes les étapes que j'ai gagnées, c'était comme ça. Moi, c'est ma 5e victoire d'étape et je me rends compte que c'est toujours à la douleur. Hein. C'est toujours, on peut jamais gagner une étape sans se faire mal sur l'eau. Car la solitaire cette année, c'était tout sauf une carte postale. Dans cette course où les concurrents s'opposent avec des bateaux identiques, c'est la tactique, le physique qui font la différence. Je me suis dit, mais comment font-ils pour résister? Moi, ce serait facile d'abdiquer à un moment donné, d'abandonner, de lâcher les bras, de se reposer. À chaque fois que l'on se repose, à chaque fois qu'on lâche les bras, on perd 10 places. Seul à la manœuvre, dans des conditions rendant impossible l'utilisation du pilote automatique, luttant contre le sommeil, les marins disent pudiquement « on s'est fait mal ». Mais comment imaginer pour les pauvres terriens cette souffrance? Ils l'ont mis dans un styricotène dans leur baignoire pendant 5 jours. Voilà.
Tu remues la baignoire. Et tu remues la baignoire. Même en tant que femme de skipper, on n'imagine pas. Ils sont mal, mais ils vont au-delà de ce qui est inimaginable. Gagner le Figaro signifie toujours qu'on a appris beaucoup de choses sur soi. Éric Drouglazé est aujourd'hui un grand de la voile. Deux chanteuses françaises qui ont conquis l'Amérique, elles s'appellent les Nubians, elles sont nées à Bordeaux. Leur premier album s'est vendu à plus de 100 000 en France, mais à plus de 500 000 aux États-Unis. Les deux sœurs préparent actuellement deux nouveaux titres. Olivier Lenouza et Nathalie Gallet sont allés à leur rencontre outre-Atlantique. New York, le SOBs, une salle de concert à la mode. Ce soir, en vedette américaine, deux sœurs qui ont grandi à Bordeaux. Une place pour les Nubians, absolument impossible, c'est complet. Les Nubians se font leur show. Aux États-Unis, elles ont appris une chose essentielle. La performance, le côté d'être un performeur dans le plein sens du terme. C'est au nom d'un peuple toujours en effervescence que ma voix s'élève, que mon âme se réveille. Dans la peau d'une princesse nubienne, dans la peau d'une sœur. Les Nubians ont vendu 500 000 exemplaires de leur premier album aux États-Unis. Les Nubians. Les télévisions se sont ruées sur le phénomène. Même CNN s'y est mise. C'est toujours très difficile pour un artiste de séduire les Américains, surtout quand il s'exprime en français. Et pourtant, ces deux sœurs l'ont fait. Point d'orgue, fin 1999, Hélène et Célia décrochent un Soul Train Award dans la catégorie Révélation. Un trophée qui honore depuis des lustres les meilleurs artistes de la musique black américaine. C'est assez extraordinaire, surtout pour un album qui a été fait entièrement en français, de recevoir cet award aux États-Unis de la communauté, des mains de la communauté afro-américaine. Elles ne s'y attendaient pas. Leur soul music version girondine a séduit l'Amérique. Les Nubians poursuivent leur chemin, direction la France, un retour aux sources et un défi, conquérir leur pays. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle le principal titre, priorité à l'action gouvernementale. Lionel Jospin n'a pas évoqué sa candidature à l'Élysée, mais a fixé ses orientations de Premier ministre. Baisse de la fiscalité, passage de 35 heures assoupli et priorité à la sécurité. Dans un instant, la météo, Isabelle Martinet, 20h50, téléfilm L'Instit avec Gérard Klein, minuit, le dernier journal avec Jean-Claude Renaud. Demain, dans les 4 vérités, Françoise David reçoit Sidiki Kaba, président de la Fédération internationale des droits de l'homme. 13h, Antoine Cormery. Je vous retrouve à 20h. Bonne soirée, au revoir.